Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau Disputandum, le débat citoyen de Noah. Et ce soir, nous allons débattre d'un sujet pour le moins d'actualité, pour le moins clivant, puisqu'il s'agit de la voiture. Serait-elle devenue la nouvelle bête noire des pouvoirs publics? Augmentation des prix des carburants, augmentation des prix des parkings, des amendes, multiplication des radars, limitation à 80 km/h, contrôle technique renforcé. L'automobiliste a-t-il raison de se sentir dans le collimateur de l'État? Ces mesures sont-elles justes et nécessaires? On va en débattre avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Claude Expert. Vous êtes le président de l'Automobile Club du Sud-Ouest. Pierre Urmic, vous êtes conseiller métropolitain, Europe Écologie Les Verts. Jean-Bernard Dufour, vous êtes maire de Naujac-sur-Mer, une petite commune de Gironde. Dominique Michel Courtois, vous êtes le président de la Fédération nationale des victimes de la route. Enfin, Charles Dufranc, vous êtes avocat spécialiste du droit pénal routier. Et puis ce débat, c'est aussi le vôtre. Vous qui nous regardez, vous pouvez réagir via nos pages Facebook, France 3 Aquitaine, France 3 Limousin et France 3 Poitou-Charentes, ou depuis Twitter, #Noah. Un chiffre pour ouvrir ce débat, 20%, ce chiffre, c'est l'augmentation des taxes sur les carburants en un an. Cette hausse inédite impacte durement le budget des Français, dont beaucoup se disent victimes de raquettes. Quand trop, c'est trop. Reportage signé Mathilde Kazowski et Andrea Ballot. Il est son outil de travail, mais lui coûte de plus en plus cher. Pour ce chauffeur taxi, les centimes défilent toujours un peu plus à chaque seconde. La semaine dernière, le prix des carburants a augmenté. Un véritable problème pour ce professionnel, ses courses deviennent moins rentables. Nos tarifs sont fixés réglementairement et restent quasi stables. L'année dernière, on a eu une hausse de 1,1%. Donc 1,1% de hausse de notre tarif et 10-20% de notre charge essence. Aujourd'hui, faire le plein d'un véhicule lui revient à 500 € par mois. Face à cette augmentation, il envisage de passer à l'électrique. Le jour où le prix de l'électrique se sera rapproché des moteurs à essence, le pas il se fera. Une alternative pour ce consommateur de gasoil, il s'agit du carburant le plus vendu en France. Au-delà des professionnels, en milieu rural, la hausse des prix impacte également les particuliers. On en a besoin, donc ça fait toujours un peu râler, mais on n'a pas trop le choix non plus. Là, j'ai un plein pour 61 €, ce qui est quand même beaucoup, quoi. C'est beaucoup d'argent, et puis surtout quand on est comme moi à la campagne, on utilise beaucoup sa voiture, quoi. Cette augmentation est la conséquence de l'envolée des cours du pétrole. Le prix des carburants, affiché par l'entreprise Picotti, distributeur de produits pétroliers, accompagne ces fluctuations. On importe, on stocke et on distribue des produits raffinés. Donc forcément, les produits raffinés, ils suivent les mouvances du pétrole brut et des cours des produits pétroliers. Ces tensions politiques entre les uns et les autres nous amènent à des situations comme celle-là, quoi. Une situation géopolitique qui pourrait entraîner une flambée durable. En un an, le prix du gasoil au litre a augmenté d'environ 20%. Alors Claude Expert, on l'a vu, le prix du carburant augmente mécaniquement avec le prix du baril, mais c'est aussi 65% des taxes, il faut bien le rappeler, le prix du litre. Et il y a une augmentation, certes du baril, mais une augmentation des taxes. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que trop c'est trop et que les automobilistes ont raison de se sentir pressés comme des citrons? Effectivement, je ferai juste un petit rappel. En 2007, le prix du baril de pétrole était de 65 $ et le prix de carburant d'un litre de carburant était 1,04 €. En 2018, le prix du baril est toujours à 65, il a fluctué. Donc vous voulez dire que c'est les taxes qui ont augmenté? Il est toujours à 65 $, sauf que le prix de litre de carburant est maintenant à 1,61 €. Donc ça vous semble injustifié? Donc tout à fait injustifié, on pourra en débattre là-dessus. Vous venez de le rappeler, d'ailleurs, le carburant c'est 65% de taxes. Donc effectivement, il y a des fluctuations à la marge du prix du baril, mais c'est surtout les taxes. Alors je vois un message Facebook, on ne veut pas que le carburant change de nom, on veut qu'il change de prix. Sur cette notion du prix, Pierre Urmic, vous dites comme beaucoup, ça y est, c'est trop, ça suffit, on paye trop? Oui, on paye trop, surtout si on fait de la taxation du carburant une taxation supplémentaire. Moi, personnellement, je suis assez favorable à ce que l'on taxe les produits qui polluent. Je suis désolé, mais l'essence fait partie des produits qui polluent, mais à condition de moins taxer d'autres produits et d'autres services. Par exemple, je
pense qu'il faudrait étudier ce qu'on appelle une fiscalité de substitution. Si vous taxez un produit, mais vous ne taxez plus un produit qui est jugé le plus vertueux. Par exemple, on pourrait moins taxer le travail et taxer davantage tous les produits polluants. Et puis surtout, je trouve que les taxations devraient servir alors, ou à améliorer notre réseau routier, qui est quand même pas en excellent état, ou aussi inciter les gens à se passer de plus en plus de la voiture. Alors, je constate qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de la voiture. Autant nous, citadins, nous pouvons nous passer de la voiture, mais c'est vrai que dans les campagnes, les transports collectifs sont quand même pas très performants. Et nous, politiques, je suis désolé, politiques urbains, avons une lourde responsabilité dans ce phénomène qui a été l'étalement urbain, qui fait que les gens habitent de plus en plus loin de nos métropoles, sont obligés de venir travailler dans la métropole en voiture. Donc effectivement, il y a toute une politique d'aménagement du territoire dans ce pays qui fait qu'on a incité les gens à circuler en voiture. On va laisser réagir le maire d'une petite commune. La voiture obligatoire en zone rurale? Ce n'est pas obligatoire, c'est un outil de travail. En zone rurale, il nous faut le véhicule. Donc en fait, quand on augmente les taxes sur le carburant, on pénalise d'autant plus le monde de la ruralité. Ce n'est pas le même cas dans les mondes des grandes zones urbaines. On ne connaît pas. La voiture, on l'utilise de moins en moins. Bien souvent à Paris, on n'est pas propriétaire de voiture. Il n'y a pas de substitution. Oui, je rejoins M. Urny quand il a dit tout simplement qu'il faut taxer, bien évidemment, pour réparer les routes qui en ont besoin. Mais là, on rentre dans un autre débat, c'est que l'argent qui est fait et ponctionné, on va dire, par rapport à l'augmentation des carburants, devrait revenir dans les collectivités pour que ces routes soient plus en état qu'elles ne le sont. Oui, il y a une réaction Facebook. Comment on fait quand c'est un budget de 500 € par mois, qu'on gagne le SMIC? Comment on répond à cette question? Par exemple, Monsieur Courtois, vous êtes, je le rappelle, président de la Fédération des victimes d'accidents de la route. On en parlera des conséquences de la route. Mais sur ces questions de la fiscalité, vous êtes plutôt pour? Non, je crois que personne ne peut être pour, d'autant plus que cette fiscalité sur le pétrole, utilisée par tous les gouvernements, en fin de compte, pour récupérer de l'argent qui est utilisé pour autre chose. Donc on a ciblé les automobilistes, c'est facile, ils sont piégés, ils ont besoin de carburant, et je trouve que c'est pas très élégant. Donc c'est pas une augmentation vertueuse, vous êtes tous d'accord là-dessus? Non, ça sert uniquement à la trésorerie du gouvernement. Oui. Le montant de la taxe sur les carburants, il est de combien, vous le savez à peu près? Alors, c'est-à-dire, il y a deux choses là-dessus. C'est que ce qu'on appelle maintenant... La somme perçue par les taxes. Ça a changé de nom, la TICPE maintenant, c'est-à-dire la taxe que prend le gouvernement sur un litre de carburant, mais en plus s'ajoute à ça la TVA. Donc on paie de la TVA sur le litre de carburant et on paie de la TVA sur la taxe. Donc une taxe sur une taxe. On peut arriver comme ça très loin. Donc vous êtes à peu près tous d'accord sur le PLK. Monsieur Dufranc, sur cette question, on ne vous a pas entendu? Oui, alors moi, c'est vrai que c'est pas, on s'éloigne un petit peu de mon domaine de compétence. Non, on va revenir, bien sûr, on parlera tout à l'heure de votre spécialité. Non, moi, l'opinion, je me rappelle, quand j'étais à l'université et qu'on étudiait la fiscalité, on nous disait que l'État français aimait bien le diesel et que l'essence était beaucoup plus taxée que le diesel. Pour moi, ça va un peu dans le sens de l'histoire. Je comprends, c'est vrai, et d'ailleurs, on le déplore quand on fait le plein. On le voit, c'est très sensible l'augmentation. Mais elle est injuste, justement, pour rester sur le diesel. En 2018, je pense qu'aujourd'hui, il y a une fiscalité verte. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça. La situation qu'il y avait, le déséquilibre entre le diesel et l'essence, alors que le diesel pollue plus, aujourd'hui, on ne peut plus le soutenir. Enfin, c'est ce que je pense. Vous voulez réagir, monsieur? Oui, je pense qu'il y a un paradoxe, c'est qu'en France, on a beaucoup incité les gens à acheter des véhicules diesel, parce qu'on avait des constructeurs automobiles français, Peugeot et Renault, qui produisaient beaucoup plus de diesel que d'autres constructeurs, notamment allemands. Donc, on a incité les gens à acheter des véhicules diesel en leur disant vous aurez une fiscalité plus favorable sur le diesel, mais tant qu'ils ont des véhicules diesel, on est en train d'harmoniser la fiscalité. Et ce que je trouve une très bonne chose. Moi, je considère que le diesel pollue beaucoup plus que l'essence ordinaire ou le sans-plomb. Mais il a moins d'impact sur le réchauffement climatique. Non, mais sur les particules fines, par exemple, et sur le dioxyde d'azote, oui. Sur le réchauffement climatique, oui, mais il n'y a pas que le réchauffement climatique. Il y a aussi, on en parlera peut-être, le dioxyde d'azote qui est très dangereux, les particules fines et très fines. Et ça, le diesel est le champion. Donc que le diesel soit très taxé, personnellement, je trouve ça très bien. Une réaction très taxée, c'est normal? Tout à fait. Non, parce que malgré les évolutions techniques, les évolutions, voilà, exactement. Parce qu'on dit effectivement le dioxyde d'azote concernant le diesel, mais enfin, depuis quelques années, tous les constructeurs automobiles, sous la pression des législations européennes et dont les normes Euro 6, ont fait de gros efforts, les filtres à particules, ainsi de suite, tout un tas d'adaptations qu'ils ont fait sur les véhicules qui les rendent
peut-être, je parle pour les diesels, moins polluants que ce qu'ils ont pu être à un certain moment. Alors eux, effectivement, ne dégagent pas de CO2 ou moins de CO2 que les véhicules thermiques. Ils ont un peu truqué les chiffres aussi, si vous me permettez. Il y a quelques scandales sur le fait que les chiffres étaient largement truqués sur l'efficacité des filtres. Pour certains. Alors bravo, monsieur le maire. Ma voiture est mon outil de travail. C'est un message Facebook, c'est à votre adresse, monsieur le maire. Pour revenir à. Oui. Au diesel, il est normal que l'on taxe les véhicules et les carburants polluants, que ce soit essence, diesel. Mais ce n'est pas sur le fond, c'est sur la forme. Donc on engage et on facilite l'achat et l'acquisition de véhicules diesel pendant X années, et d'un seul coup, on dit maintenant c'est fini. Oui, ça me paraît je suis d'accord avec vous. Oui, ça, c'est pas normal. Donc c'est injuste, vous êtes d'accord sur cette... Oui, on a encouragé le diesel dans ce pays pendant trop longtemps, mais maintenant on se rend compte enfin de ces dégâts. Mais tous ceux qui ont des véhicules diesel, notamment anciens, c'est vrai qu'ils sont plutôt pénalisés. Mais il faut les inciter aussi par des mesures autrement plus incitatives que ce qui est fait actuellement, à changer de véhicule, c'est-à-dire à prendre des véhicules non diesel. Et ça, on ne le fait pas trop, parce qu'il y a encore beaucoup de véhicules diesel chez les constructeurs français, Peugeot, Renault et les autres. Donc les mesures incitatives pour changer de véhicule et prendre de l'essence, c'est d'autant plus important parce que toujours dans la ruralité, le maximum de gens sont équipés de moteurs diesel. Nous sommes encore pénalisés une autre fois de plus dans nos campagnes. Et puis en campagne, pour abandonner la voiture, il faut des transports en commun, ce qui n'est pas forcément le cas. Absolument. Donc là, il y a deux poids, deux mesures. Est-ce qu'il faudrait justement distinguer les automobilistes urbains et des automobilistes ruraux? J'ai cru comprendre que l'Assemblée nationale se penche sur une mesure fiscale, sur des aides, sur des primes au trajet de travail. Est-ce que c'est judicieux? Moi, je pense que c'est plus facile de faire des efforts pour se passer la voiture en ville qu'à la campagne. Et malgré ça, il faut savoir que Bordeaux, je suis étonné d'apprendre que, j'ai appris récemment, 60% des trajets automobiles dans Bordeaux font moins de 2 km. 60%. Vous vous rendez compte? Vous ne voulez pas me dire que pour des trajets de moins de 2 km à Bordeaux, on ne peut pas prendre sa bicyclette, marcher à pied ou les transports collectifs. Donc, il y a des aberrations de cette nature. Et là, je pense que ça serait bien. J'abonde encore une nouvelle fois dans votre sens. Pourquoi? Parce que vous me parlez de 2 km. Je prends un petit village que je connais bien, c'est ma commune, de Jacques-sur-Mer. Quand vous voulez retirer un peu d'argent ou aller faire le plein d'essence pour apporter votre contribution à la taxation de l'État, eh bien, vous faites au moins 10 km à l'aller, 10 km au retour. Nous, c'est 20 km que nous faisons. C'est une ânerie. C'est une ânerie. Alors, il y a le problème de la fiscalité, mais il y a aussi un problème qui impacte beaucoup, en tous les cas qui interpelle beaucoup les automobilistes, c'est celui des radars qui se multiplient et qui sont de plus en plus perfectionnés. D'ailleurs, ils sont devenus très polyvalents. Regardez ce reportage sur la rocade bordelaise. C'est un reportage qui est signé Patricia Mondon et Ludovic Cagnato. Voici la nouvelle terreur de la rocade bordelaise. Ce radar nouvelle génération contrôle jusqu'à 30 véhicules simultanément dans les deux sens de circulation de jour comme de nuit. Intelligent, il relève en même temps plusieurs infractions, du franchissement de la ligne blanche au non-respect des distances de sécurité en passant par le téléphone au volant. Rien ne lui échappe. Maintenant, on ne s'attaque plus à une personne, on ne prend pas une personne, voire un couple, mais on va prendre 30 personnes, effectivement. Je ne pense absolument pas que ça soit la meilleure façon pour justement améliorer notre sécurité routière. C'est peut-être effectivement une façon de massacrer, si j'ose dire, une fois de plus l'automobiliste et de permettre effectivement de faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Période de test oblige, jusqu'en septembre, les infractions ne seront pas sanctionnées, les contraventions ne viendront qu'à la rentrée. La rocade s'est également dotée d'un 4e radar mobile. Ils seront déplacés tous les 15 jours pour contrôler les limitations de vitesse en intérieur et extérieur rocade. 95% au minimum de petites infractions qui n'entraînent que le retrait de 1 point. Donc ce sont des infractions inférieures à 20 km/h. Mais l'automobiliste est quand même raisonnable. Il sait qu'il y a des radars, il y fait attention, mais ça n'empêche pas qu'ils se font prendre pour très peu de choses. Les comportements des automobilistes vont devoir changer. Radar surpuissant, départemental limité à 80 km/h au 1er juillet, les conducteurs vont devoir appliquer le code de la route à la lettre pour partir sereinement en vacances. Alors, radar, machine à cache ou instrument de sécurité, Dominique Michel-Courtois, quel est votre avis? Mais écoutez, on a fait pendant longtemps, on a essayé de faire de la prévention. Moi, je me souviens, on a fait des clips avec Raymond Pardon ou autres, mais on voit que ça n'y fait pas grand-chose. On a baissé un petit peu les accidents, mortels surtout, mais pas beaucoup. Donc ça ne marche pas le radar il faut... Si, moi je veux vous dire, c'est que les radars, en 1991, il y avait 10 000 morts par an. En 2010, il y en avait 4 000.
Entre les deux, on a mis en place les radars automatiques. Ça fait baisser de 20% les accidents mortels, et encore plus avec les radars maintenant embarqués et les autres radars. Le problème, c'est que si les Français étaient plus respectueux de la loi et de la sécurité routière, ça se passerait moins mal. Mais les radars ont quand même fait... Personne ne peut contester que les radars ont fait baisser la mortalité de plus de 20 à 25% en 10 ans. D'accord, une réponse sur cette question. On a souvent tendance à dire qu'ils sont placés pour faire de l'argent, ces radars. Oui, parce qu'on voit... Y compris chez vous. À l'origine, effectivement, ils étaient destinés à être placés dans des zones accidentogènes. On voit à l'usage que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc ils sont placés dans des endroits où c'est peut-être le rapport qui est un peu plus primordial. Au demeurant, je suis quand même d'accord, il faut, le code de la route est là et il faut le respecter. Il y a des choses, donc notre directeur Yves Albert vient d'en parler effectivement. Nous sommes plutôt plus à cheval sur les petites infractions où pour un dépassement de quelques kilomètres-heure, de 1 ou 2 ou 3 kilomètres-heure, on va perdre un point sur le permis de conduire, et avec l'amende, bien entendu, et un point sur le permis de conduire. Donc là, on est un peu plus nuancé sur cet aspect-là. Quant au reste, effectivement, le respect du code de la route, oui, monsieur Dufour, alors oui, juste après je vous ferai agir parce que vous avez pris un arrêté municipal, vous, sur un type de radar. Mais ça, c'est une autre question. On va en parler, absolument. En ce qui concerne, pour répondre au radar, l'élu que je suis ne peut pas dire que je vais intervenir pour diminuer la sécurité. Donc, radar, oui, mais maintenant, on est dans la politique du trop, c'est trop. Je pense. Et peut-être qu'avant de placer les radars et de leur donner l'image qu'ils ont dans le public, en les sortant d'un côté pour faire plus de chiffres pour les mettre dans un autre, c'est détestable. C'est détestable à tout point. Et donc, je pense qu'il faudrait peut-être s'encadrer de l'avis des maires dans leur secteur, des gendarmes, des policiers, pour savoir quelles sont les zones les plus accidentogènes, de façon à les placer dans les meilleurs endroits. Mais quand on fait du tour-mouton pour dire il faut remplir les caisses, ça ne va plus du tout. Il y a un jeu de cache-cache avec les radars, Pierre-Remy. Moi, je suis assez d'accord avec M. le maire pour dire qu'il faut faire du sur-mesure, les mesures nationales qui sont appliquées sans distinction et sans tenir compte de l'avis des élus locaux. C'est vrai que ça ne marche pas. Mais ce que je voudrais dire un peu en complément de ce qu'a dit mon voisin, le docteur Courtois, c'est que moi je considère, et il est peut-être d'accord avec moi, pour dire que la lutte contre la mortalité routière a été un vrai succès. Je me souviens, en 1999, le président Chirac avait dit la lutte contre la mortalité sur nos routes est trop indécente, c'était 8000 morts par an, et il a dit grande cause nationale, on va la réduire en 5 ans de moitié. Il n'a pas réussi en 5 ans, mais les derniers chiffres, 2017, le nombre de morts sur nos routes, on est passé de 8000 mais ça veut dire qu'il faut encore augmenter cette pression avec les radars. J'aimerais qu'on s'intéresse aussi, et si je ne le disais pas, ma présence sur ce plateau ne serait pas justifiée, c'est qu'actuellement, la première cause de mortalité due à l'automobile, c'est la mortalité due à la pollution. Il y a, il faut l'entendre, 48 000 morts par an qui sont attribuées à la pollution, en grande partie automobile. 48 000 morts. Quand je vous dis qu'il y a 3 700 morts il n'y a pas de rapport avec les radars. Mais non, mais il y a rapport par rapport aux priorités. Oui. Moi, j'aimerais que la lutte contre la pollution soit une vraie priorité nationale, comme la lutte contre la mortalité routière l'a été avec un véritable succès. Si on dépense autant de zèle pour lutter contre les dégâts sanitaires engendrés par l'automobile que ceux qu'on a dépensés pour la lutte contre la mortalité routière, je pense qu'on peut en faire une cause nationale. On va y venir, on va rester sur cette question. Anticiper, mais non, mais on va y venir, ne vous inquiétez pas. C'est quand même mais pour rester sur cette question des radars, vous êtes l'avocat, donc ces radars, ils ont une utilité puisqu'ils ont fait réduire, tout le monde est à peu près d'accord, pour dire... Oui. Oui, ils ont fait réduire, c'est vrai, la mortalité d'une manière importante. Il ne faut pas occulter non plus l'amélioration de la sécurité sur les automobiles. Oui, c'est l'ensemble de choses. D'accord. On ne peut pas tout attribuer au radar. On ne peut pas tout mettre dans ce panier-là. Les airbags et tout ça, la sécurité dans le véhicule a été bien améliorée. Oui. Est-ce qu'il faut, alors justement, puisque vous considérez que c'est, sauf vous, monsieur le maire, j'ai compris, que les radars, il faut les mettre avec à la fois parcimonie, mais surtout judicieusement. Est-ce qu'il faut encore augmenter cette pression sur les routes avec les radars ? Non, je crois qu'on est arrivé au maximum, manifestement, d'autant plus que ceux qui ont la possibilité d'avoir des détecteurs, Coyote ou autres, ils savent exactement où se trouvent les radars et même les contrôles de police. Mais il y a quand même d'autres causes, à mon avis, qu'il faudra éradiquer. Oui. C'est l'alcool, c'est les stupéfiants, c'est le téléphone au volant.
Moi, je demande aussi, on a fait une proposition de loi pour les médicaments de 3e catégorie. Il y a des radars qui font tout maintenant. Hein. Ah oui, ils contrôlent tout, y compris le téléphone au volant. Hein, donc, voilà. Ça pose des problématiques. Hein. Alors c'est problématique pourquoi ça pose des problématiques parce que si l'on arrive sur des constatations d'infractions qui sont automatisées, c'est la caractéristique du droit pénal routier. La preuve est mécanique, que ce soit pour la preuve éthylométrique ou la preuve cinénométrique, c'est-à-dire les radars. Or, il y a une science qui s'appelle la métrologie, qui permet de déterminer quand et comment, selon quels critères très précis, un instrument de mesure est fiable. Et ça pose des vraies difficultés quand on sort de la mesure, notamment les questions de franchissement de ligne blanche, les questions de distance de sécurité. On sait que c'est quelque chose qui s'apprécie, qui ne s'apprécie pas, à mon avis, facilement par un instrument automatisé. Je pense que là, on est en train de franchir un cap et qui contribue au ras-le-bol généralisé. Il y aurait un autre élément sur les radars mobiles de la rocade notamment, c'est que pour faire du chiffre, on a tendance parfois à les déplacer à des endroits où l'on sait que pour le flux de circulation, on a besoin d'accélérer. Typiquement sur une bretelle de sortie pour l'autoroute, quand il y a les automobilistes qui s'amoncellent sur la bretelle de sortie très en avant, on peut accélérer pour sortir sans mettre en danger personne, en respectant toutes les distances. Mais à ce moment-là, le radar est placé à cet endroit-là et ça flash l'automobiliste. Et à ce moment-là, on s'interroge sur la véritable utilité en termes de sécurité. C'est comme les gens qui pilent devant les radars et qui peuvent créer des accidents aussi. Donc, parfois, la politique du chiffre peut rentrer dans une certaine contradiction avec celle de la sécurité routière. Vous entendez cet argument, docteur Courtois, vous entendez ce type d'argument ? On peut entendre ces arguments, mais si vous voulez, quand vous serez, vous, ou dans votre famille, quand vous aurez un accident grave, que vous serez handicapé, quand on viendra chez vous un matin, comme on l'a fait pour moi, pour annoncer que votre fils avait été tué au Pire-Médoc, vous verrez à ce moment-là que c'est contraignant, mais il va falloir quand même qu'on arrive encore à baisser la mortalité, si vous voulez. Un tiers des accidents sont dus à une vitesse excessive, un quart est dû à l'alcoolémie, les stupéfiants aussi, donc il va falloir aussi être répressif. Je crois qu'on a été gentil jusqu'à maintenant. Les automobilistes n'ont pas l'air de comprendre que manifestement il y a un problème. On a 514 accidents du travail en France, morts, et on a 3448 accidents sur la route. Je voudrais vous livrer une petite réflexion là, sur Facebook. La technologie pour les nouveaux véhicules peut permettre de limiter justement les accidents, mais leur prix est souvent prohibitif, donc inaccessible. Voilà aussi une question fondamentale, on n'a pas parlé, mais il y a cette question-là. Hein. Aujourd'hui, on peut faire des véhicules extrêmement sécurisés, mais qui sont très chers et peu accessibles. Bien sûr, il y a une discrimination censitaire, c'est évident. Il est plus facile de circuler quand on a les moyens d'avoir des véhicules plus sûrs, bien entendu. Quand on est désargenté, on achète des véhicules plus anciens qui freinent moins bien, qui circulent moins bien, et on est plus exposé. De la même manière, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, avant le début de l'émission, mais pour les permis probatoires, on annonce qu'aujourd'hui, il est possible d'acheter pour des jeunes conducteurs un stage qui permettra de créditer, de s'échapper des 6 points initiaux. C'est louable. Par anticipation, c'est-à-dire qu'on a un capital par anticipation. Oui. Mais ça fait une discrimination par les revenus qui, à mon avis, n'est pas très saine dans une république qui se veut égalitaire. Alors, on va rester un instant, et puis on passera à autre chose, mais sur ces problèmes des radars avec vous, monsieur le maire, parce que vous avez pris, vous, un arrêté municipal pour interdire dans votre commune l'utilisation d'un certain type de radar. Expliquez-nous. Non, c'est pas tout à fait ça. Je n'ai pas interdit les radars. J'ai interdit la pratique des radars embarqués conduites par des voitures de police ou de gendarmerie, des voitures de l'État. Oui, c'est ça, un type de radar, ok. Par des sociétés privées, parce que là est le fond du problème. C'est pas le nombre de radars. L'élu que je suis, comme je me répète, n'interdit rien en ce qui concerne la sécurité. Mais je m'élève haut et fort contre le fait qu'on dessaisisse l'État de ses tâches régaliennes. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des radars, avec un radar embarqué conduit par un policier, par un gendarme, dont c'est l'homme de l'art qui a été formé pour cela, je suis tout à fait d'accord. Même s'ils sont en augmentation, tout à fait d'accord. Mais quand on confie cela à des sociétés privées,
C'est la politique du jackpot. Jackpot, c'est pas bon. Ce n'est pas bon pour tout le monde. Et j'ai dit tout haut et tout fort ce que beaucoup de Français on voulait dire. Et donc, mon arrêté, pour en finir, est toujours au goût du jour. Le tribunal administratif est saisi, on verra par la suite. Moi, ce n'est pas un fonctionnaire de l'État qui va dire que mon arrêté est illégal. J'ai des professionnels ici, j'attends que le juge dise, mettons, l'arrêté est illégal. Mais pour l'instant, il est là. Et il a fait des petits. Ça. Vous êtes d'accord avec ce principe qu'il faut confier la sécurité ? Moi, j'aime bien les maires qui sont un peu rebelles. Donc, je l'entends votre discours, surtout rebelles sur le désengagement de l'État vis-à-vis de ses missions régaliennes et qui sous-traitent ça des sociétés privées qui, elles, sont dans le rendement, donc qui, elles, font japonne, que l'État assume ses responsabilités. Donc, vous avez raison, monsieur le maire, d'être rebelle par rapport à ce type de dérive. Oui, parce qu'effectivement, je rebondis sur les fonctions régaliennes de l'État. Ça existe dans d'autres pays, mais plus du tout en France. Il y a maintenant des radars et un certain nombre, maintenant, la sophistication fait que l'on peut passer par là. Mais la police de la route, qui existait il y a quelques années, a complètement disparu. Il n'y a plus de police de la route. Elle existe encore dans certains pays européens autour de nous, mais en France, il n'y en a plus. Maintenant, il n'y a plus que des radars ou des moyens électroniques de verbalisation. Oui, c'est la machine. On pense que la technique va nous sauver de tout, donc on va mettre des machines partout. C'est vrai que c'est une conception de la vie en société assez curieuse. Alors, il y a il y a une mesure qui fait débat. Depuis le 1er juillet, les 80 km/h sont effectifs sur la plupart des routes qui étaient précédemment à 90 km/h. Depuis la mise en place de cette limitation, beaucoup de radars en ont fait les frais. Il faut dire que dans certains endroits, les infractions ont été multipliées par 3. Regardez ce reportage en Béarn, il est signé François Busson et Benoît Bracot. Un peu partout sur les routes du Béarn, c'est le même phénomène, des radars fixes hors service. Depuis la mise en place de la limitation de vitesse à 80 km/h, les manifestations de mécontentement se multiplient, à mettre sans doute en corrélation avec l'augmentation du nombre de PV constaté par le préfet à la fin de l'été. Nous avons dans le département des Pyrénées-Atlantiques une multiplication par 3 des procès-verbaux, donc des radars automatiques dans le département, ce qui est évidemment considérable. C'est l'un des taux nationaux les plus importants. Mais comme d'ailleurs dans d'autres départements en France, en fait, il y a une probabilité assez forte que ce soit lié aussi au phénomène estival, notamment avec l'augmentation de la circulation dans certaines zones. Le radar le plus rentable cet été sur le Béarn était celui de Gand. Concernant les poursuites encourues, la détérioration d'un radar est passible de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. En revanche, le tribunal de Mont-de-Marsan a récemment relaxé un homme qui avait bâché un appareil, estimant que cela ne constituait pas une dégradation. Oui, c'était un reportage d'Élise Descartes. Alors, Claude Expert, cette mesure, elle fait débat, elle a suscité une levée de bouclier. On verra tout à l'heure d'ailleurs que beaucoup de ces radars ont été bâchés ou endommagés. Vous êtes pour ou vous êtes contre ? Nous avons largement manifesté avant même cette interdiction. Effectivement, les automobiles clubs en général étaient contre et on avait mobilisé un petit peu de monde autour de nous, députés et sénateurs, parce que c'est... Monsieur le maire en parlera certainement, c'est justifié dans certaines zones et c'est totalement injustifié dans d'autres zones. On était donc tout à fait contre. Et vous remarquerez en passant que notre Premier ministre, Édouard Philippe, en avait fait un casus belli et donc il lui tenait impérativement à affirmer sa position en imposant ces 80 km/h. Le ministre de l'Intérieur de l'époque n'était pas tout à fait d'accord et peut-être que c'était une couleuvre de plus à avaler qui fait qu'il a donné sa démission. Bon, ça c'est un raccourci dont on vous laisse la responsabilité. Une couleuvre de plus. Alors, sur cette mesure des 80 km/h, je voudrais vous entendre, docteur Courtois, parce que là, c'est vraiment une mesure qui est prise justement pour limiter les accidents de la route sur ces axes qui sont peut-être... On espère 300 à 400 morts de moins par an avec cette mesure. Moi, je crois que dans l'absolu, elle est justifiée. Dans la forme, elle a été très mal présentée et il fallait effectivement pas l'imposer sur la totalité des 400 000 km. Oui. Mais il est évident, si vous voulez, que c'est théorique. Plus vous allez baisser la vitesse,
plus les risques de blessés graves et de mortalité vont diminuer. Mais il faut aussi savoir s'arrêter. Sinon, si vous ne prenez pas votre voiture, vous n'aurez jamais d'accident. Mais je pense qu'il n'y a pas eu d'explication. Par contre, les arguments comme quoi ça allonge, si vous voulez, les trajets, c'est 45 secondes sur 10 km et c'est 3 minutes sur 45 km. Donc c'est pas là-dessus. Je pense qu'il y a des zones où effectivement il faut 80 km/h parce que c'est quand même ces routes secondaires qui sont les plus accidentogènes. Donc c'est là-dessus qu'il y a le plus. Mais il y a des routes manifestement où ça ne se justifiait pas. Et je pense que là aussi on aurait dû laisser quand même aux différents maires et aux départements de se débrouiller tout seuls et non pas imposer comme depuis toujours, depuis Paris, et le gouvernement décide et nous impose ce genre de choses. C'est ça, je lis ce message sur Facebook, les 80 km/h sont une mesure de bobos parisiens qui roulent à vélo, ça n'est pas applicable en milieu rural. Une réaction? Oui, on risque de vous décevoir, je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire, je pense que c'est une mesure très jacobine, très jupitérienne, pour reprendre un jargon adapté, qui fait qu'on ne tient pas compte de la réalité des territoires. Il y a des endroits dans lesquels c'est justifié, même à mon avis 70 ou 60 km/h. Puis il y en a d'autres, effectivement, on pouvait les laisser à 90. Mais d'emblée, comme ça, toutes les routes nationales, je trouve que c'est effectivement assez jacobin comme façon de gouverner. Monsieur le maire, réaction? Là encore, c'est la politique du bandit manchot, jackpot, je me répète. Effectivement, comme vous le disiez, je pense que si on demande l'avis aux gens qui sont concernés, qui connaissent bien leur territoire, c'est une chose. Quand on parle du 80 km/h, j'ai des doutes quant à sa rentabilité, entre guillemets, pour diminuer les accidents. Je souhaite ardemment, bien évidemment. Il y a un comité d'évaluation qui existe, c'est un peu tôt. Je crois que c'est encore un peu tôt. Il y a des pays quand même où ils l'ont fait, Suède, Danemark, Norvège, Suisse, ils ont baissé. Mais ce sont aussi quand même des gens qui sont beaucoup plus respectueux des lois et qui n'ont pas du tout la façon de conduire. Quand ils sont chez eux, je suis d'accord avec vous. Quand ils sont chez eux, je suis d'accord avec vous. Mais quand ils sont à l'extérieur, un peu moins. Par contre, en ce qui concerne le 80, pour revenir au 80, je pense que là aussi, ça n'empêchera pas les gens qui roulaient à 140, 150, dans des endroits où il fallait rouler à 90, ils rouleront toujours à 150 là où il faut rouler à 80. C'est la constatation de ces infractions et c'est surtout la répression de ces infractions qu'il faut être beaucoup plus, je dirais, dur, sévère et strict. Mais l'implantation de diminuer à 80, ça engendre également, peut-être, à contrario, des zones accidentogènes. Pourquoi? Nous avons des routes, que ce soit en Gironde, dans les Landes, qui sont des routes, des véritables rubans. Quand vous roulez donc et que vous limitez la vitesse à 80, beaucoup roulent à 70, parce qu'ils veulent être dans les clous, comme on dit, pour ne pas être en infraction. Quand vous avez des gens devant vous qui roulent à 70, quand vous avez un poids lourd, il y a des gens qui s'énervent, qui vont doubler. Quand on dit doubler, ça veut dire le faire dans un maximum de temps le plus rapide. Eh bien, vous vous mettez en infraction systématiquement quand vous doublez. Charles Dufranc, vous n'avez pas entendu sur cette question-là. Je voyais opiner du chef, vous êtes oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire monsieur le maire. Je pense que, surtout sur nos routes, c'est vrai, notre territoire, la Gironde, c'est le plus grand département de France. On a ces espèces d'immenses lignes droites à travers la forêt. Qu'est-ce qui peut se passer si vous roulez à 80 km/h? Avoir des automobilistes qui ne respectent plus les distances de sécurité, qui se mettent juste derrière parce qu'ils sont exaspérés, ils ne comprennent pas l'utilité. C'est-à-dire que là, ils ne respectent plus la règle, mais ça peut être le cas pour 90. Oui, mais quand il y a un décalage tel entre le sentiment de nécessité par rapport à un objectif de sécurité qui fait naître l'adhésion à la règle. Pourquoi est-ce que les gens ne respectent pas? C'est parce qu'ils se disent cette règle est abstraite, elle est déconnectée de mon territoire, j'ai une longue ligne droite, je peux rouler à 90 sans mettre en danger personne. On y viendra d'ailleurs sur cette longue ligne droite parce que c'est un des facteurs essentiels. Bon, je vous pose la question sur l'accidentologie, on sait bien que c'est forcément sur les lignes droites ou les endroits où on a le moins de risques d'accident que les accidents sont les plus nombreux. Donc ça peut être aussi un argument à contrario. Alors en tout cas, il y a moins d'accidents et moins de morts sur les autoroutes que sur les routes nationales. On ne parle pas d'autoroute parce que 80, ce n'est pas les autoroutes. Juste sur cette question, on pourrait rester sur le débat et on passera à autre chose, sur le débat des radars. Une des conséquences donc, de cette limitation aux 80 km/h, c'est que beaucoup de ces radars ont été endommagés. On a vu quelques images. Alors certains ils mettent un coup de peinture, d'autres les bâchent. Sur le plan pénal, qu'est-ce qu'on risque là? Eh bien, ça nous a été dit dans le reportage. Endommager un radar, c'est une dégradation de bien public.
Alors je ne connais pas la peine par cœur, mais il est évident qu'on se met en délicatesse avec la loi pénale. Je salue la décision du tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, parce que ça a dû quand même être âprement débattu. Alors, pour le moment, bâcher des radars, c'est pas puni. Donc c'est une appréciation partagée sur nos réseaux, puisque je lis cette déclaration d'un de nos internautes. Je comprends les détériorations. Enfin, les masques et bâches, oui, cassés, tagués, non. Donc finalement, tout le monde est à peu près d'accord sur cette question. Monsieur Courtois, juste pour clore un peu ce chapitre des radars, on l'évoquait avec Monsieur Dufranc, c'est un élément de sécurité routière. On ne peut pas le contester. Depuis l'apparition des radars, on a vu baisser de 20 ou 30% la mortalité sur les routes. Jusqu'où peut-on aller ? À mon avis, on est allé pour les radars pratiquement assez loin, sinon trop loin. Je vous dis, il y a d'autres facteurs pour lesquels je ne vois pas qu'on fasse grand-chose. Les stupéfiants, c'est le quart des accidents mortels. L'alcoolémie, c'est le quart des accidents mortels. Et je vous dis, on a aussi le téléphone au volant. Et on a aussi ces médicaments. Vous savez qu'on prend les anxiolytiques ou autres. Vous avez vu l'accident de Millas. On ne sait pas si la dame qui conduisait le bus en avait pris, en avait pas pris. Mais enfin, manifestement, là aussi, on estime à plus de 20% des automobilistes français qui conduisent en ayant pris ces médicaments. On sait tous qu'il y a une diminution des réflexes et qui ne sont pas dans un état normal. Et en plus, c'est bien marqué sur les boîtes, vous n'avez pas le droit de conduire quand vous prenez ces médicaments. Donc il y a d'autres facteurs maintenant sur lesquels il faut agir pour diminuer la mortalité. Le but, si vous voulez, c'est quand même de diminuer les accidents et de diminuer la mortalité, parce qu'on a diminué la mortalité en 2017, mais le nombre d'accidents a augmenté, le nombre de blessés a augmenté, le nombre d'hospitalisations a augmenté. Donc il ne faut pas se réjouir non plus de façon extraordinaire. Et on n'a pas trop parlé de pédagogie, parce qu'il faut faire de la pédagogie. Alors vous, peut-être que vous pourrez nous en parler, monsieur l'expert, parce que vous avez des stages, vous organisez des stages qui sont aussi des stages pédagogiques, alors même si ça sert à récupérer des points, mais il y a une pédagogie derrière. Est-ce qu'on ne manque pas justement de pédagogie Oui, parce que la diminution, on s'aperçoit maintenant qu'avec le nombre de radars a terriblement augmenté, et pourtant on n'a pas tellement diminué. Depuis plusieurs années, on ne diminue pas de manière sensible le nombre de morts sur la route. Donc ça veut dire que c'est pas multipliant le radar, ça veut dire aussi qu'il va falloir passer sûrement à la pédagogie, qu'il va falloir sûrement passer à l'entretien des routes, parce que c'est aussi un facteur que l'on occulte complètement. Monsieur le maire le rappelle. Ça, c'est des impôts, c'est de la fiscalité. Il y a eu des transferts de compétences, le maire peut en parler, de l'État vers la région, les départements. Donc ça, c'est de la responsabilité des maires, l'entretien des routes ? Des routes communales, oui, bien sûr. Et vous le faites ? Je prends l'exemple d'une petite commune encore. Nous avons quand même 42 km à entretenir. Et nous avons les mêmes dotations de l'État qu'une commune qui a le même nombre d'habitants, parce que la dotation est faite en fonction du nombre d'habitants, qu'une petite commune qui a très peu à entretenir. Donc, pour nous, c'est un véritable dilemme d'entretenir nos routes. Et c'est de plus en plus difficile. Pourquoi ? Parce que plus nos routes se dégradent, plus l'État baisse ses dotations. D'accord, c'est une cause d'accident, je lis ce message. Bien évidemment. D'accord, c'est une cause d'accident. On est tous d'accord ? Oui, une réaction ? Puisqu'on parle de problèmes ruraux, j'aimerais qu'on parle aussi des problèmes un peu métropolitains et de la limitation de vitesse, pour dire qu'il ne faut pas la diaboliser non plus. Je vais prendre deux exemples, si vous voulez. Le premier, lors du dernier conseil de Bordeaux Métropole qui a eu lieu la semaine dernière, moi j'ai proposé que la vitesse sur la rocade soit limitée à 70 km/h. Tout le monde n'est pas de cet avis, mais je m'appuyais sur une étude d'agence d'urbanisme qui dit qu'à 70 km/h, vous avez une fluidité sur la rocade. Or, actuellement, vous roulez ou vous êtes arrêté, ou vous roulez à 35 km/h, ou vous roulez à 90 km/h. Il vaut mieux avoir une vitesse limitée qui assure une fluidité. Ce qui bloque souvent la rocade, c'est les gens qui changent de fil, les heures à telle vitesse, etc. Donc, la limitation de vitesse, la fluidité, ça me paraît essentiel, donc il ne faut pas la diaboliser. Vous n'êtes pas d'accord ? En ville, 30 km/h également. Bordeaux, vraisemblablement, dans les années qui viennent, ça nous est promis depuis longtemps, aura tout le centre-ville avec limitation 30 km/h. Sur le plan de l'accidentologie, c'est quand même un grand progrès, et ça permet une cohabitation entre les différents usagers de la chaussée. Et il y a moins de bouchons. Donc tout le monde s'y retrouve. Sur les 30 km/h, je lisais la semaine dernière une chronique de mon confrère François Sureau dans La Croix, qui nous disait qu'il y avait un projet qui était en discussion au Parlement pour faire immatriculer les vélos. Une espèce de monstre administratif qui permettrait de faire des amendes forfaitaires pour les vélos.
Parce qu'avec 30 km/h, on pourra aussi mettre des amendes sur les vélos. Mais non, je pense à tous les livreurs Deliveroo, etc. Puis les vélos électriques, c'est pas lié à limitation de vitesse. Si, parce que visiblement, le législateur a pas mal d'idées pour remplir les caisses de l'État. Non, je fais un peu d'humour. Mais c'est pas lié aux 30 km/h. Parce que la rocade, on élargit les voies. C'est exactement le même argument qu'on nous a dit pour passer à 90 km/h. 90 km/h, c'est ce qui... Voilà, quand on était à 110, c'était acceptable, c'est ce qui se fait sur toutes les autres métropoles. On élargit les voies, on basculerait à 70, comme nous disait tout à l'heure le docteur Courtois. Plus on baisse, moins il y a de morts. Et je dirais, si on baisse à 0, il n'y aura pas de mort du tout. Mais il faut quand même se déplacer, il faut travailler. Je peux vous soumettre cette question d'un internaute. Pourquoi certaines routes sont à 90 et d'autres à 80 ? On a un peu parlé, mais qu'est-ce qui détermine que c'est 90 plutôt que 80 ? Alors, c'est l'existence d'une séparation entre les deux voies qui roulent en sens... Un séparateur central. Quand il y a un séparateur central, c'est ce qui complique énormément la circulation pour les automobilistes. Oui. On circule à 90, à 80, 70, 30, 50, on ne sait plus où on en est. On passe tout d'un coup de 90 à 70 et clac, là vous avez un radar. Tout à fait. Et alors là, on a constamment les yeux rivés sur le les énarques de Paris qui ont pondu la chose, et voilà où c'est que nous en sommes. Alors, je vais vous faire plaisir, Pierre-Emile, vous voulez qu'on parle de la ville. De plus en plus de grandes villes, d'ailleurs, veulent, sinon exclure, en tous les cas, avoir un peu moins de voitures dans leur centre urbain, avec des politiques en la matière qui sont assez dissuasives. Stationnement cher, voies réservées aux transports en commun, quartiers interdits. En tout cas, le débat est là aussi, divise. Voyez cet exemple à Bordeaux, où le maire Alain Juppé a décidé la fermeture du pont de Pierre aux automobilistes. Un reportage de Sandrine Albault et de Nicolas Pressigou. Voilà des images que nous ne verrons plus. Voitures et camions sont définitivement exclus du pont de Pierre. Alain Juppé a annoncé la nouvelle ce matin. Il pérennise le dispositif expérimenté depuis 1 an. À l'heure de la transition énergétique, pas question de revenir en arrière. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir décider. L'expérience est une réussite. Elle n'a pas entraîné de dégradation forte des conditions de circulation. Les comptages que nous avons faits montrent qu'il y a même une certaine amélioration. Et si aujourd'hui la congestion s'aggrave, ça n'est pas à cause de la fermeture du pont de Pierre aux voitures. Comme cycliste, bien sûr que je suis pour qu'on reste comme ça, sans voiture. Ici, on fait tout à vélo, on ne se sent pas en danger, donc je sais bien. Si les cyclistes sont heureux, les motards le sont beaucoup moins. Eux aussi espéraient avoir un accès au pont. Nous proposions au nom du partage de la route de pouvoir circuler avec nos 2 roues motorisées, quitte à instaurer ce que l'on appelle une zone de rencontre, c'est-à-dire on accorde la priorité aux plus fragiles, piétons, cyclistes, et on se déplace à l'hurlante. Déçus également, certains commerçants de la rive droite. Ils ont vu leur quartier se vider depuis le début de l'expérimentation, il y a 10 mois. Moins de passages, donc automatiquement moins de chiffres, tout simplement. On va dire entre 20 et 30%. De baisse ? Oui, tout à fait. Il y a même certains commerçants qui ont baissé jusqu'à 40% les week-ends. Les week-ends, c'est un véritable désert ici. Autre mécontent, les automobilistes confrontés à toujours plus d'embouteillages. Alain Juppé veut donner des bonus à ceux qui se mettront au covoiturage. Il compte aussi créer un réseau de cars express et de trains métropolitains en 2019. Et pourquoi pas un métro ou un téléphérique entre les 2 rives à l'horizon 2050. Non, Pierre-Emile, c'est une mesure pour laquelle vous êtes d'accord avec le maire de Bordeaux, avec lequel vous vous opposez régulièrement. Je trouve que c'est une très bonne mesure. Les résultats sont tout à fait probants. Et quand les commerçants se plaignent de voir moins de monde, ils sont un peu contredits par la réalité des faits. Il faut savoir qu'il y a plus de gens qui empruntent le pont de Pierre aujourd'hui, piétons ou cyclistes, qu'autrefois, quand vous aviez automobilistes, piétons et cyclistes. Donc, il y a plus de gens qui franchissent le pont. Ça veut dire que la mobilité globale a été améliorée. Ça, je crois qu'on peut que s'en féliciter. Et puis, beaucoup de gens vous disent, écoutez, on respire mieux. On respire mieux, non seulement pas sur le pont, mais les accès au pont, le cours Victor Hugo, l'avenue Thiers. Mais les gens vont passer beaucoup moins de voitures, sont beaucoup moins asphyxiés, parce qu'il était autrefois une vraie pénétrante de centre-ville. Et ça, je pense que ça va tout à fait dans le sens de l'histoire. Et puis, il faut préciser que c'était aussi une mesure qui a été faite pour préserver l'ouvrage du pont. Qui était, au départ, c'était ça l'idée. Au départ, c'était l'idée d'Alain Juppé, c'était de dire il faut protéger les piles du pont, et puis après, il s'est rendu compte que ça pouvait avoir des vertus écolo. Et quelques sources nous disent que finalement, l'amélioration du tram participe à le fragiliser. Ça fait moins de poids, mais c'est sûr, le poids n'arrange pas. Le tram n'arrange pas, mais il y a quand même moins de poids. Les camions, surtout, les camions qui passaient sur le pont de Pierre, et puis il y avait souvent des bouchons, parce que les gens ont l'air d'idéaliser maintenant en disant on pouvait passer autrefois le pont de Pierre. C'est pas vrai, le pont de Pierre, il était souvent complètement bouché. Donc vous aviez des voitures arrêtées au milieu du pont.
Maintenant, ça a quand même une autre allure. D'accord, donc tu prouves qu'on peut fermer des voies à la circulation et fluidifier. Sur cette question... Je ne suis pas tout à fait d'accord sur la fluidification de la circulation, parce qu'effectivement, sur le pont de Pierre, ça, forcément, il est interdit. Donc ça a amélioré le cas. Mais le pont Saint-Jean, par exemple, lui, ne s'est pas amélioré. Le pont... c'est le système des vases communicants, on libère un pont, mais on envoie deux autres. Passent pas d'un côté, passent de l'autre. Et alors, paradoxalement, et étrangement d'ailleurs, on dit que, donc effectivement, il y a moins de pollution. Bien entendu, il n'y a plus de circulation sur le pont de Pierre, mais étrangement, on n'a pas mesuré la pollution sur le pont Saint-Jean. Là, personne ne mesure. Hein? Oui, et pourtant, c'est bouché en permanence. Et donc, des voitures qui tournent au ralenti, forcément, il y a un dégagement de CO2 au mieux et de NOx autrement, un peu plus important. Mais on ne le mesure pas. Donc la voiture bannit des centres-villes, vous, Monsieur Dufranc, qu'est-ce que vous pensez de ces... Moi, je pense que ça enclave le quartier. Non, mais pas seulement là, on va sortir du cadre du pont de Pierre, mais globalement, il y a une politique générale des centres-villes, des grandes villes, avec une volonté d'y amener plus le transport en commun et d'exclure les... Quel est votre avis là-dessus? Je vous demanderai le vôtre. C'est très agréable pour les citoyens, je pense, pour ceux qui habitent dans le centre-ville. On a un peu le sentiment de revenir au charme des années folles, on recule d'un siècle et c'est très agréable. Et bientôt on circulera à cheval. Il y a un peu de ça, mais par contre les premiers qui sont exclus de cela, c'est les périurbains. Parce que eux, ils ne peuvent plus rentrer dans les centres-villes, ou alors pour stationner, ça leur coûte extrêmement cher, etc. Donc c'est privilégié, c'est presque considéré comme si les villes pouvaient vivre en autarcie, ce qui n'est pas le cas. Une ville comme Bordeaux, c'est une métropole régionale, elle se nourrit de tous les habitants de la Gironde en général, qui ont besoin de pouvoir y accéder sans poser la voiture à la butinière. Mais enfin, je crois que de toute façon, il faut quand même un petit peu se rassurer. Dans cette affaire-là, je vais être un peu excessif. Vous ne l'avez pas été, hein? Non, je vais être un peu excessif. Que s'il ne faut plus circuler en ville, eh bien on ne circulera plus en ville. Vous avez vu, comme moi, force est de constater que tous les centres commerciaux périphériques se multiplient, s'agrandissent, proposent des galeries marchandes, donc le commerce se déplace à l'extérieur de Bordeaux, donc les gens n'auront plus besoin de venir dans Bordeaux. Et vous ne manquerez pas de remarquer aussi que d'ici quelques temps, je mesure pas, il n'y aura plus qu'un cinéma dans Bordeaux, puisque les autres vont s'en aller, et s'installent aussi en périphérie, s'installent dans des endroits où les gens peuvent aller avec leur véhicule, aller au cinéma, faire leurs achats, et donc ils n'auront plus besoin de venir. Alors, je voudrais la réaction de Pierre-Hugues, ça pose deux questions. Il y a le problème en sortant des villes et voitures, finalement, les centres-villes se dépeuplent, le commerce s'en va. Et la question des prix, des parkings qui a été soulevée par votre confrère. C'est pas le faute de la voiture, c'est l'inverse exactement. C'est parce qu'on a suréquipé la périphérie de centres commerciaux que les centres-villes s'appauvrissent commercialement. Ça, c'est un phénomène. Et puis, la ville, de façon assez égoïste à mon sens, a concentré tous les emplois. Il faut savoir que sur la métropole bordelaise, c'est à peu près 60-70% des emplois de la Gironde qui sont concentrés en ville, et essentiellement en bordure de rocade. Si bien qu'on peut de moins en moins se loger en ville, on se loge de plus en plus loin. Je parlais tout à l'heure d'étalement urbain. Donc les gens, pour avoir des logements convenables, s'éloignent de plus en plus, convenables, à des prix abordables, s'éloignent de plus en plus des centres-villes, donc sont tributaires à la voiture et sont quand même obligés de venir travailler en ville. D'où l'état de thrombose. Donc, si vous voulez, ce n'est pas le problème de la voiture en tant que telle, c'est le problème d'une politique d'aménagement du territoire très égoïste de la part des villes qui se sont dit, nous, effectivement, on va concentrer tous les emplois, on va concentrer toutes les richesses, et puis après, le périurbain, ma foi, qui se débrouille tout seul. Donc, je suis assez d'accord sur les analyses qui se plaignent. Et sur le prix du parking, je vous livre ce message sur Facebook, c'est sûr que c'est très bien, mais les prix des parkings sont trop prohibitifs pour finalement pouvoir s'y garer avec la voiture. Sur ce prix, c'est essentiel, il n'y a pas beaucoup de parking autour de la
Non, il n'y a pas assez de parkings. Moi, je pense qu'il faut faire des parkings à la périphérie, surtout des parkings même gratuits à la périphérie, là où les transports en commun peuvent amener les gens dans le centre-ville. C'est ça, à mon avis, le futur. C'est pas que les gens puissent rentrer de plus en plus nombreux dans les centres-villes. Ça, c'est la politique d'hier, c'est terminé. Mais il faut par contre des solutions de remplacement. Il faut permettre à tous les gens de la périphérie qui veulent venir, mais qu'ils puissent trouver d'abord des parkings de dissuasion et des transports en commun qui les amènent rapidement dans le centre-ville. C'est ça. Alors, je voudrais poser la question au docteur que vous êtes, M. Courtois, puisque c'est aussi un élément de santé publique. Les voitures en ville, c'est ce que ça dégage. Donc, vous êtes plutôt, vous, favorable à ce que l'on diminue les flux? Moi, je crois que c'est inéluctable. De toute manière, le désir, c'est que les centres-villes, tôt ou tard, ne soient plus accessibles ni aux voitures, ni aux motos. Mais je crois qu'il faut le dire. Mais en contrepartie, il faut quand même avoir à la disposition différents modes de transport et, à mon avis, gratuites. Parce qu'on ne peut pas non plus imposer trop de choses. Bon, à terme, je suis tout à fait d'accord d'avoir des grands parkings en périphérie, mais qu'après vous ayez des moyens de transport diversifiés et gratuits et très fréquents, de façon à ce que vous ne perdiez pas non plus trop de temps. Et puis il faudra quand même penser une chose, c'est que ceux qui viennent travailler à Bordeaux et qui sont en périphérie, il faut comment? Il faut aussi le prévoir. Mais je pense que c'est inéluctable. Tous les gros centres urbains, tôt ou tard, seront interdits aux villes. C'est ça. Mais sur cette question des parkings, c'est important parce qu'on a beaucoup de messages de nos internautes qui nous disent c'est bien, c'est effectivement une bonne chose qu'il y ait des parkings, mais ils sont hors de prix. Donc c'est vraiment une question... On change de modèle sociétal. J'entends qu'il n'y aura plus de voitures et de transports gratuits. Pour moi, ça évoque la Corée du Nord ou l'Union soviétique. À l'époque, personne n'avait de voiture individuelle. Les transports en commun étaient gratuits. On se déplaçait en trolleybus ou en métro, et on disait que c'était le petit palais du peuple. Vous voyez, je pense quand même que la voiture, c'est un peu la liberté individuelle aussi. Et on est obligé de considérer ça, surtout quand on a des gens qui habitent comme dans des communes comme Naujac-sur-Mer. Ils ont besoin de ça. On ne peut pas le leur enlever. On est en train de basculer dans un mode de fonctionnement qui est assez tyrannique. Et ça ne me plaît pas énormément à titre personnel. Message sur Facebook, il y a des communes qui n'ont pas de transport alternatif, c'est votre cas c'est notre cas, et c'est d'autant plus une réalité où nous avons de plus en plus d'administrés qui viennent travailler sur Bordeaux. Donc en fait, pour nous, le stationnement dans notre centre du village, il n'y a aucun problème, c'est évident. Mais les gens qui habitent chez nous, qui doivent travailler sur Bordeaux, c'est un gros problème, non seulement par rapport au trajet, par rapport, on revient au nombre de radars, et par rapport à la limitation de vitesse. Donc le gasoil, qui est une priorité qu'on doit mettre dans sa voiture, les risques d'être verbalisés, et le stress quand vous arrivez en périphérie bordelaise pour pouvoir accéder à votre lieu d'emploi. Ça devient très compliqué. Les parkings en font partie, il faut payer. Le stationnement, enfin, il y a un gros problème. Et c'est encore la ruralité qui doit payer le tarif fort. Oui. Ce que je veux dire, qu'on fait du front, c'est que la comparaison avec la Corée du Nord ne me paraît pas du tout appropriée, mais en même temps, nous n'avons pas le choix. Un propos d'avocat, vous entendez bien. Je trouve que la circulation, c'est vraiment pas l'aspect le plus déplaisant du régime nord-coréen. Mais bon, c'est un autre débat. Mais ne faisons pas comme si nous avions le choix. Nous avons 48 000 morts par an, je répète, dus à la pollution, en grande partie dû au trafic automobile. C'est la troisième cause de mortalité dans ce pays. C'est la troisième cause de mortalité. C'est d'abord le tabac, 78 000 morts. L'alcool, je crois que c'est 49 000. Et la pollution arrive. C'est un fléau sanitaire. Donc il faut lutter contre ce fléau sanitaire. Vous avez vu que vient d'être rendu encore récemment un rapport du GIEC particulièrement alarmant, nous disant mais il faut passer à la vitesse supérieure pour lutter contre les polluants et contre les émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut passer à la vitesse supérieure. Et c'est vrai, la voiture n'est pas un bouc émissaire, mais la voiture est quand même le prototype de l'engin polluant. Donc il faut quand même limiter ces dégâts sanitaires. Il faut aussi rappeler que effectivement la voiture est peut-être polluante, mais je crois que la statistique le démontre, les 40 super-tankers qui naviguent sur nos mers pour faire des rotations avec l'Asie notamment, polluent autant que 780 millions d'automobiles. D'accord. Donc effectivement, il faut ramener les choses à parce qu'il faut lutter contre les deux. Alors je vais vous lire ce message d'un internaute sur Facebook. C'est une question que je voulais vous soumettre parce qu'elle est importante, elle nous est posée. Où en est la grande rocade? C'est une question fondamentale. Va-t-on supporter pendant 50 ans ces camions qui traversent la rocade et qui d'ailleurs mobilisent une file à eux tout seuls? Alors sur cette question qui est
Oui, moi je veux bien vous répondre parce que ça ressort régulièrement, cette histoire du grand contournement, pour soi-disant lutter contre l'état de thrombose de la rocade. Il faut savoir qu'initialement, le grand contournement de Bordeaux, c'était la rocade. Qu'est-ce qui s'est passé avec la rocade ? La rocade, on a fait autour de cette rocade un urbanisme de bretelles, c'est-à-dire, je crois qu'il y a 7 centres commerciaux autour de la rocade. La majorité des emplois métropolitains dont je parlais tout à l'heure sont concentrés autour de la rocade, si bien qu'on a assuré automatiquement une espèce de thrombose de la rocade. La meilleure preuve, c'est qu'elle est essentiellement bouchée aux heures d'embauche et de débauche. C'est-à-dire quand les gens viennent travailler, parce qu'ils n'ont pas le choix, en bordure de rocade. Donc de fait, on dit, mais c'est le trafic international. Mais le trafic international pèse relativement peu aux heures d'embauche et de débauche sur la thrombose de la rocade. Et puis, faire un grand contournement, c'est vraiment mettre la poussière sous le tapis, c'est-à-dire qu'on ne règle pas le problème. On dit la rocade, elle est trop polluée, elle est trop encombrée. Donc on va reporter le problème chez vous, monsieur le maire. C'est-à-dire on dit les villes, il faut les protéger. Sachez qu'on parle du Médoc, et que le Médoc a peut-être besoin d'une rocade qui désenclaverait un petit peu le Médoc, d'une façon économique. Oui, mais vous serez content qu'au milieu de vos vignes, on vous fasse passer du trafic international. La rocade, elle a le mérite d'exister. À Naujac, c'est une chose. Pour être un peu plus sérieux, mettez-vous à la place de vos voisins. Pour être un peu plus sérieux, je pense que la rocade, on pourrait l'envisager de façon en concertation, me semble-t-il, mais fatalement, un jour, on y viendra. Non. Vous allez encore diminuer les terres agricoles et les forêts, donc il y aura moins d'oxygène, c'est pour corroborer ce que vous allez dire, c'est une déclaration de nos espaces naturels qu'on gaspille pour faire les infrastructures routières. Un département tous les 7 ans, l'équivalent de surface d'un département tous les 7 ans est artificialisé pour faire notamment des infrastructures routières comme les rocades. C'est la France de Pompidou, ça, monsieur le maire. C'est fini, quoi. Moi, je vis dans une forêt, et le Médoc est une grande forêt avec beaucoup de vignes, d'accord ? Oui, mais vous avez cette chance-là, mais tout le monde n'a pas. Dans cette grande forêt, vous avez des gens, quand même, qui vivent et qui doivent se loger, et donc il leur faut le moyen balistique de pouvoir venir travailler ou apporter des usines pour économiquement nous développer. Oui, c'est pas la rocade. La rocade, c'est du déplacement du territoire, monsieur le maire. Vous allez permettre à vos habitants de partir encore plus vite. C'était presque des arriérés. Et ça, je défends le Médoc haut et fort. Tant que nous n'aurons pas les moyens de communication qui nous amènent de la métropole jusqu'à nos terres les plus retirées, eh bien, économiquement, on n'existe pas. Voilà, ça veut dire qu'on ne peut pas exister sans la métropole, monsieur le maire. Alors là, je suis en désaccord total avec vous. Vous êtes sous tutelle. Vous mettez sous tutelle de la métropole. Moi, je crois au développement du Médoc, mais développement un peu autonome. Pas forcément en ayant un cordon ombilical avec la métropole comme vous le souhaitez. Donc le grand contournement, c'est la mort de vos territoires. Moi, j'aime bien plaider aussi pour la ruralité de temps en temps. Je trouve que c'est extrêmement dangereux. Et ça dépend où on positionne le grand contournement. Mais oui, mais personne n'en veut chez lui, monsieur le maire. Personne n'en veut chez lui. Tout le monde le veut, mais à condition qu'il aille chez le voisin. Les nécessités font qu'après, il faut être un peu plus directif. Mais vous parlez, maître, effectivement de pollution. Et vous vous élevez contre cette pollution. Mais enfin, la rocade est une usine à pollution. C'est une usine à pollution. Elle est bouchée un certain nombre d'heures dans la journée. Et donc, il y a 12 000 camions par jour qui passent. Et donc, c'est forcément une source de pollution. Puisqu'on parle de la rocade, j'aimerais vous donner un chiffre très significatif. Il faut que vous sachiez qu'actuellement, sur 5 véhicules circulent sur la rocade, il y a 6 passagers. C'est-à-dire qu'il y a surtout ce qu'on appelle de l'autosolisme, il y a très peu de covoiturage. Nous, ce que nous proposons, et que j'ai proposé encore récemment à la métropole, c'est une voie dédiée au covoiturage. Si sur ces 6 véhicules qui circulent sur la rocade, vous arrivez à mettre un passager de plus dans l'un des véhicules, vous réduisez le trafic de la rocade de 16%. Vous vous rendez compte ? Vous réduisez à peu près l'équivalent du grand contournement autoroutier. Moi, je crois beaucoup à l'avenir du covoiturage. C'est une façon de faire en sorte que toutes ces voitures seules sur la rocade, notamment des gens qui vont travailler, on peut faire des plans de déplacement entreprise en incitant les gens à venir à plusieurs dans la voiture avec une incitation financière. Là, et ça coûte pas grand-chose, ça coûte pas cher. Donc juste, il nous reste... Ça coûte pas cher. Allez-y. J'allais dire, c'est quand même marginal. Mais non, je vous dis, vous arrivez à réduire de 16% le trafic de la rocade. 63% des gens qui vont travailler utilisent leur véhicule. Oui. 63%. Tout seul dans la voiture. Oui. Et le covoiturage, c'est 2%. Oui. Alors, mettons que l'on double ou que l'on triple le covoiturage, ça ne fera baisser l'utilisation de la voiture qu'au lieu de 63, on arrivera à 57%. Donc, c'est pas là. Allez, il nous reste une minute. Je voudrais donner la parole à l'avocat qui est spécialisé dans le droit pénal routier. Dans ce contexte-là de pression fiscale, pénale, on a de plus en plus recours à ce genre d'avocats comme vous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour échapper un peu aux condamnations ?
Rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute. Ouais, alors là, en 1 minute... c'est pas possible. Non, mais il y a des situations qui sont extrêmement valables. Mais je dirais qu'il y a un réflexe au moins, c'est celui d'aller voir un avocat. Je suis assez d'accord avec ce diagnostic. Il m'aurait étonné du contraire. Non, les réalités sont trop disparates pour qu'en 30 secondes on explique... Oui, c'est ça. Ce sont des preuves scientifiques quand même. Il faut... Les éléments de preuve scientifiques, il faut être capable de vérifier qu'ils soient légalement rapportés, mais ça implique un travail d'expertise. C'est vrai que ça demande d'avoir le concours d'un avocat spécialisé. Allez, 30 secondes, vous aviez un mot à dire, docteur Courtois. Ce qui me choque, c'est que plus on a d'argent, et en fin de compte, plus on peut se sauver des PV et de toutes les réglementations, et vous perdez des points, vous faites un stage, vous les récupérez, mais les ouvriers, ceux qui n'ont pas les moyens, ils ont une vieille voiture qui marche au diesel, et ils n'ont pas les moyens d'échapper aux foudres de la police. Merci à tous les 5, merci d'avoir participé à ce débat, merci aussi à nos internautes qui ont beaucoup réagi. La voiture s'intéresse, la preuve, vous avez été nombreux à apporter vos témoignages, à poser vos questions, on vous en remercie. Prochain débat la semaine prochaine, merci de votre fidélité à Noah.